Bonjour à tous, c'est Plein Champ et aujourd'hui je suis avec Fia Ménard pour parler des Contes Immoraux première partie Maison Mère qui se joue au Bouffe du Nord jusqu'au 1er mars. Jusqu'au 1er mars. Et bonjour. Bonjour. Avec Maison Mère, vous recréez le Parthénon sur scène directement. Je voulais savoir quel était votre rapport à la fois au sacré et au rituel. Alors j'ai un rapport très fort au rituel. Pour ceux et celles qui connaissent mes pièces, le rituel est une base pour moi essentielle. C'est la base même du théâtre, peut-être même dans le sens le plus profond d'Artaud d'ailleurs, de cette référence au rituel. Je conçois toujours les pièces comme une sorte d'endroit où vont se raconter des combats. Et ce sont bien dans les rituels où on se prépare pour des combats. Maison Mère, cette première partie des Trois Contes Immoraux, est en effet un combat contre une matière très fragile, qui finalement ne fait pas office de protecteur, puisque je construis bien sous les attraits de cet Athéna punk un Parthénon, une maison, cette maison de l'Europe, qui devrait avoir la vertu de nous protéger, mais on sait déjà qu'elle ne nous protégera pas. Sa construction est un rapport au sacré, parce que finalement, symboliquement, elle fait office finalement de maison première, presque. C'est peut-être l'endroit du point de départ. Et puis le rituel, c'est que on peut s'apercevoir que très souvent dans mes écritures, il y a quelque chose qui est lié au temps. J'aime ralentir le temps, en tout cas dans sa notion théâtrale, c'est-à-dire de ne pas aller dans l'immédiateté, de ne pas donner au spectateur tout de suite, c'est-à-dire peut-être aussi parce que c'est une place pour moi essentielle de rappeler que je ne supporte pas les actes didactiques, et que c'est bien ce qui me différencie finalement de l'homme politique, ou de la différence entre l'homme politique et l'artiste, c'est bien ça, l'homme politique va être le plus didactique possible, alors que je conçois pour l'artiste la position inverse, celle d'un non-didactisme, d'une évocation, de reposer des questions. Quoi de mieux pour reposer des questions que d'emmener le spectateur dans un rituel, dont il est obligé lui-même de savoir à quoi on se prépare, et aussi de rêver de la préparation. Parce que dans le combat, finalement, et peut-être si je repense à des pièces comme PPP, où je travaillais avec de la glace, on savait déjà que le combat était perdu d'avance puisque la glace allait fondre, que tous les actes que j'allais faire allaient être finalement vains, parce qu'ils ne pourraient pas aller au bout, mais par contre ce serait le combat que nous regarderions. C'est qu'on se prépare à un combat, peut-être même le plus beau des rituels, et lorsque le combat, on sait, est déjà perdu. Parce que ça veut dire qu'il y a une sorte là du coup du recoupement au sacré, c'est d'aller jusqu'au bout de l'acte. Donc dans cet acte de la dévotion, d'offrir son corps, d'offrir son énergie, sa force au regardant. Dans cette performance, 1h30 sans aucun mot, je voulais savoir ce que vous apportez ce silence, parce que je le trouve très politique. C'est une tragédie. Parce que Maison Mère et la trilogie en général des Contes Immoraux que je suis en train d'écrire, c'est une tragédie en 3 actes, et qu'on pourrait entendre que la tragédie devrait être un grand discours, une épopée, une histoire où les mots mettraient vocation, et j'entends beaucoup trop de metteurs en scène ou de metteuses en scène se raccrocher à ça, mais d'oublier le vrai travail de l'artiste, qui n'est pas de monter un texte, mais aussi de savoir apporter un regard et porter quelque chose. Donc dans Maison Mère, il n'y a en effet aucunement de mots. Il y a des bruits, il y a un espace. Qui est aussi important, c'est qu'on ne sait pas quand on est. Il est assez intéressant de jouer de cette évocation que ce silence est finalement la situation même. À quel stade nous trouvons-nous? Je veux dire, est-ce que nous sommes dans un récit mythique et qu'on pourrait imaginer dans une forme d'au-delà? Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce serait au-dessus du mont Olympe? Que finalement, est-ce que les mots se disent? Non, on nous raconte toujours à la 3e personne ce qu'a fait Zeus, ce qu'a fait chaque dieu. Est-ce que ça a une valeur politique? Sûrement, c'est que on est tellement noyé de discours, de pouvoir laisser le spectateur créer ses propres mots finalement dans sa tête, en regardant, et surtout, je dirais, les mots se disent après.
ils se disent pas là, ils se disent dans la possibilité de, et pour moi c'est une chose essentielle, c'est le moment où on sort du théâtre, où on revient au réel, où on a partagé avec d'autres, que l'on vient à mettre les mots. Parce que si tout est déjà dit sur le plateau de théâtre, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, c'était beau, il y avait de la belle vidéo, il y avait un beau décor, il y avait des mouvements de scénographie, que les acteurs jouaient bien, qu'ils étaient beaux, bien habillés, et ainsi de suite. Mais c'est la relation propre à ce qu'on pouvait dénoncer d'un théâtre des plus bourgeois. Je pars du principe que ça m'est nécessaire et de le communiquer à tout le monde, pas à une classe sociale. Donc de ne pas communiquer à des experts de théâtre. Je communique avec des spectateurs qui sont des êtres humains avec leur propre connaissance ou histoire d'un théâtre, ou histoire pas du tout du théâtre. Donc c'est la valeur essentielle. C'est sûr que là, ce silence est aussi une possibilité de ne pas culpabiliser le spectateur, de ne pas avoir la référence. Parce que je pense que c'est une des choses les plus essentielles, c'est de le laisser libre. Dans vos différents spectacles, vous aviez travaillé sur la transformation et l'érosion des éléments qu'on retrouve encore ici. Pourquoi cette volonté de construire et de détruire? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qu'au niveau symbolique, qu'est-ce que vous retrouvez là-dedans chez vous, au niveau personnel, intime, de la construction et de la destruction? Je dirais que ça part toujours de quelque chose de très personnel. Ce n'est qu'une répercussion sur l'extérieur. Je veux dire, de la question que j'aurais dû, moi, accepter de confronter, c'est que la question d'identité m'a amené finalement au seul endroit où je pouvais m'exprimer, c'était le théâtre et l'art. Je suis parti par ce chemin-là, jusqu'à en effet arriver à une forme de construction. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, dans mon choix de travailler toujours avec des éléments, des matières, de ramener ce rapport du corps humain à finalement l'élément qui l'entoure ou l'élément qu'il fabrique, et d'arriver à sa destruction, c'est de rappeler sa finitude. Donc aussi de questionner sans arrêt notre peur de cette finitude. Au moment où on a peur, c'est le moment où on élabore la possibilité de s'échapper. On élabore des solutions. Encore une nouvelle fois, dans ces combats que sont de lutter contre quelque chose dont on sait très bien qu'on n'aura pas le dessus, c'est sans arrêt aussi ramener des questions essentielles de ce que nous sommes, nous, êtres humains, du rapport à l'autre, de notre désespoir, mais aussi de nos espoirs. Donc, dedans, de convoquer aussi la question de la croyance, de repositionner le corps dans son singulier, c'est-à-dire un corps en lui-même, la beauté de ce corps, quel qu'il soit. Et ça se compare non pas par rapport à un autre corps, mais ça se compare par rapport à ce qui l'entoure. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse. Donc, dedans, je crée en effet des situations où le corps qui fabrique, c'est ce corps de l'être humain qui prend possession de son espace de créativité. Automatiquement, la destruction, c'est aussi le fait qu'il n'est toujours pas arrivé au bout finalement de cette situation de tout maîtriser. Je veux dire, si aujourd'hui, en 2020, on était en capacité de voyager de manière cosmique et d'aller d'une planète à une autre, de tout ça comme on peut voir dans la science-fiction, peut-être que mon rapport serait autre, peut-être que je serais obligé d'ouvrir le champ, mais on n'en est pas encore là. Quand je travaille avec de l'eau, quand je travaille avec de la glace, du vent, quand je travaille avec des matériaux comme ça et surtout des éléments naturels, je sais que je le partage avec tout le monde et que c'est un bien commun. Pas dans le sens de possession, mais dans le sens de... Voilà, aujourd'hui, par exemple, il y avait du vent. Alors, si je vous regarde avec vos cheveux longs, je me dis aujourd'hui, moi, je me suis attaché les cheveux parce que j'en avais marre de marcher et d'avoir les cheveux dans les yeux. Mais, je veux dire, c'est un rapport sur lequel nous pourrions échanger. Moi, je me sers de ça pour l'amener sur scène parce que je sais que vous allez pouvoir vous identifier à cette situation. Vous avez votre propre rapport et presque c'est comme si vous aviez votre propre langue. Si on pouvait dire que nous avons notre propre langage avec le vent. Vous avez votre propre langage avec le vent, mais au même titre que nous avons notre propre langage avec l'eau. C'est-à-dire, est-ce qu'on aime l'eau chaude, l'eau froide, est-ce qu'on aime comment tout ça, ce sont des choses auxquelles on pourrait ne pas prêter attention du tout et pour lesquelles moi je suis très sensible. C'est quelque chose de, non pas de l'intime pour moi, c'est de quelque chose du vrai partage avec l'autre.
de sentir comment l'autre a un rapport à l'élément. Qu'est-ce que ça veut dire? À quel endroit il... Et c'est une langue. Et c'est cette langue-là que j'amène sur scène. C'est celle que je vais utiliser. Alors par exemple, là, en effet, quand on voit la pluie, je sais très bien que on regarde ce Parthénon dont on sait qu'il va s'effondrer, parce qu'on sait que c'est du carton, que c'est fragile. Et en même temps, on est fasciné par la pluie. Et quand ce nuage se transforme, cette fumée descend, et d'un seul coup, on a l'impression de voir un film en arrière. Rien que dans ces matières-là, nous avons un voyage. Alors c'est aussi cette question de savoir l'apporter au spectateur. Et c'est ce moment-là où il faut accepter que nous, on n'a pas à fournir de réponse. On a juste à mettre les éléments en action pour que le spectateur joue avec ça. J'ai lu dans la note d'intention du dossier presse une phrase que j'ai trouvée vraiment magnifique, qui est « J'ai pris le rôle du faible alors que j'héritais des chromosomes des rois ». Je voulais savoir comment vous utilisiez cette part de faiblesse dans vos créations. Donc en effet, cette question patriarcale, cette question de ne pas être né dans le bon chromosome par rapport à mon identité, c'est certainement celle qui m'aura posé le plus de questions et qui m'en pose encore, puisque c'est un sujet qui est toujours très vivant, puisque là, je trouve que dernièrement, vu ce qui s'est passé sur certains mouvements féministes que je clarifierais vraiment transphobes, racistes et tout ce qu'il faut, de reposer que ce rapport d'un voyage du corps est un rapport essentiel parce que c'est un rapport de l'expérimentation et l'épreuve dans la société. C'est-à-dire qu'on est en permanence confronté à cette question patriarcale qui dit que l'homme fait ceci, la femme fait cela, une sorte de répartition de rôles dont les tenants de la manif pour tous voudraient que ça soit immuable en disant que c'est naturel. Et quand on convoque la nature, pour moi je me méfie toujours parce que je vois ce qui est naturel, je vois des plantes, je vois des choses comme ça et je me pose la question de quand on me vend la nature, on essaie de me vendre quelque chose. L'objet qui m'intéresse dans cette définition, c'est que de voyager d'une société à l'autre, c'est-à-dire de la société des hommes, du plein pouvoir vers la société des femmes, et donc du moins de pouvoir à l'absence de pouvoir, je peux dire pourquoi c'est injuste. Je peux marquer pourquoi c'est une construction et donc que c'est un fake. Que je dis souvent que le patriarcat est une association de malfaiteurs inconscients, mais surtout dont certains sont très conscients du pouvoir de ça. Que c'est une règle qui n'a aucune chance de pouvoir perdurer, qu'elle va s'effondrer, et que les derniers sursauts sont là. Et c'est bien sûr des endroits où moi j'ai besoin de sans arrêt exprimer sur scène, d'où des pièces comme Saison sèche, où je repose de manière très symbolique, avec des éléments concrets, et en même temps en les confrontant à une sorte de fantasme, par un rituel qui est de dire que des corps se dépossèdent de leur identité pour prendre une autre identité et venir à bout d'une société, mais qui finalement n'est pas qu'un fantasme. Je pense que c'est ce que je vois aujourd'hui dans une jeunesse qui de plus en plus fait une vraie distinction entre le fait que qu'est-ce que c'est que la soumission et quel est l'espace de la soumission et quel est l'espace du pouvoir abusif. Dans ce que j'écris, c'est toujours un objet évident. Si aujourd'hui, peut-être pas dans les contes immoraux, en tout cas pas dans la partie 1, dans Maison Mère, où là on est vraiment finalement dans quelque chose qui nous rappelle une société d'ordre général, mais dans Temple Père, j'imagine une relation à l'esclavage, et donc j'imagine bien encore une nouvelle fois reposer la question de la soumission, puisqu'il y a bien des corps soumis et des corps qui sont des corps de dominants, et pourquoi ils se donnent le corps de dominant. Si vous pouviez travailler avec une personnalité du théâtre, française ou étrangère, morte ou vivante, ce serait qui? Alors, je sais pas, j'aurais une liste, non, elle serait interminable, parce que je pense que je commencerai très certainement à Tadeusz Kantor, et j'y arriverai, je sais pas où, mais je croiserai le chemin de Romeo Castellucci, mais j'aurais croisé le chemin de Skolimowski, j'aurais croisé Tarkovsky, j'aurais croisé voilà, des auteurs, des créateurs, des réalisateurs, Maggie Marin, des artistes
dont je sais que j'ai vu des œuvres et que ces œuvres sont là en permanence et qu'elles me posent la question de la sincérité de l'acte, de la nécessité aussi du risque. Si vous deviez conseiller une pièce, non pas à voir, mais à lire, vous conseilleriez laquelle? Je dirais que je reprendrai Louis Calafert et je relirai Un riche, trois pauvres, parce que je pense que c'est exactement la pièce la plus politique qu'il faut lire en ce moment. Voilà, elle reste vivante. Le spectacle qui vous a marqué l'année dernière et en ce début d'année? Le Requiem de Mozart, mis en scène par Romeo Castellucci, il est évident que c'est une des choses les plus belles que j'ai vues, les plus fortes, les plus intenses et les plus justes en mise en scène. Ouais. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? Ou est-ce que c'est secret? Ou vous avez quelque chose? Vous faites quelque chose? Mon seul rituel, c'est de toujours dormir. J'adore toujours dans le théâtre où je joue, donc je fais une sieste qui passe par une méditation.